Voilà, alors je vais commencer par m'expliquer très rapidement sur ce terme de noveltalgia qui nous est venu alors que nous étions en résidence en Australie, projet dont va parler Benoît. Alors ne vous étonnez pas, nous parlons tous les deux séparément, parce qu'on ne va pas aborder les mêmes choses, et puis parce que tout simplement, nous avions un intervenant qui nous a fait faux bond, et donc on l'a remplacé au pied levé. Voilà, au moment où nous étions justement en 2011 en Australie, tout le monde parlait du terme de l'Anthropocène, puisqu'il y avait le fameux 34e Congrès international de géologie de Brisbane, qui était censé acter l'utilisation du terme Anthropocène ou pas. Et au même moment, il y avait une espèce de folie dans le milieu littéraire anglo-saxon et donc australien en particulier, pour les congrès d'écrivains sur la nécessité de décrire les espaces qui disparaissent avant qu'ils ne disparaissent. Donc c'est une chose qui m'avait un petit peu étonnée, parce qu'effectivement, c'était souvent des livres qui n'étaient plus que des livres de description de paysages. Ça nous intéressait d'autant plus qu'il y avait eu des appels comme celui du biologiste et botaniste Francis Allais quelques années auparavant pour aller décrire la forêt primaire avant qu'elle ne disparaisse. Et il nous a semblé qu'il y avait derrière là la possibilité de forger ce terme qui était noveltalgia, à savoir comment finalement va-t-on acter dans un processus littéraire en l'occurrence cette espèce de nostalgie, cette sourde inquiétude qui nous habite quand on doit retourner sur des lieux qu'on a pu connaître, qui étaient arborés, qui étaient magnifiques, et sans du tout avoir la certitude qu'on va les retrouver dans l'état où on les a laissés. Du reste, cette situation est une situation que moi-même j'ai rencontrée à plusieurs reprises, et notamment nous avons vécu à une époque dans une forêt qui était une forêt à côté de Fontainebleau, enfin au sein de la forêt de Fontainebleau, qui était la Tillée. Et cette forêt faisait partie, la Tillée, enfin dans la forêt de Fontainebleau, faisait partie des 10% de réserve artistique qui avaient été obtenus par le député Charles Roux, alors peintre de l'école de Barbizon, auprès de l'empereur en 1853. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à partir de 1853, 10% de la forêt française ont été conservés comme des réserves artistiques. Ce qu'il entendait par réserve artistique étaient des lieux où on n'avait même pas le droit de couper un arbre, mais même pas d'évacuer les vieux arbres. C'est-à-dire que c'était un fantasme qui correspondait à une ère romantique, où il fallait conserver la nature telle qu'elle était. Donc on avait là des espèces de no man's land, au sens où même l'homme n'intervenait plus. Donc ça n'était pas no man's land, puisqu'on n'a pas le droit, on avait en partie pas le droit de s'y promener, puisque progressivement, avec le principe de précaution et son installation, ils ont eu très peur, évidemment, que l'on puisse prendre des troncs sur la tête ou autre. Donc on s'est mis à interdire à la promenade ces lieux. Si bien que peu de temps après, évidemment, que nous ayons habité là, en 1993, on a vu que la Tillée était coupée. Et donc nous avons fait cette espèce d'installation votive qu'on a appelée réserve artistique et qui interrogeait frontalement la passivité face à la déforestation. On ne s'en est pas arrêté là. Je ne sais pas si vous notez la profusion d'arbres particulières qu'il y a au centre de cette photo. En fait, c'était notre jardin juste à côté. Vous voyez, la forêt de Fontainebleau est tout autour. Et puis, il y a des villages comme ça qui sont épars dans la forêt. Et vous avez ce jardin complètement fou avec des arbres énormes. C'est un jardin qu'on a photographié récemment. On a appelé ça Suburban Canopy parce qu'évidemment, on est maintenant dans un lieu qui est la banlieue. Et depuis 1993, moment où ils ont coupé la Tillée, nous avons refusé de couper les arbres du jardin. Non sans quelques problèmes auprès des voisins, évidemment. Mais c'est notre réserve artistique à nous, puisque nous n'avons plus la possibilité d'avoir des réserves artistiques nationales, sachant qu'ils ont considéré que la loi était maintenant obsolète. Au moment où on était justement en Australie, on a aussi croisé des artistes assez particuliers comme Galliano Fardin, qui était un peintre italien, qui avait rejoint la zone reculée d'Australie occidentale où nous séjournions, après la publication du Club de Rome de 1972, donc c'est un Italien, Galliano, la publication de The Limit of Growth,
qui était évidemment une des premières publications alarmistes sur l'état de la planète. Alors il faut imaginer qu'avec cette publication, vous avez quand même des gens terrifiés par l'état de destruction qui pourtant nous semble aujourd'hui encore assez faible en 1972 en Italie pour aller s'installer à l'ouest de l'Australie pour fuir cette situation. Si on voit du reste ce qui se passait à l'époque, il y avait un espoir que des pans entiers effectivement restent des no man's land ou en tout cas des réserves artistiques, etc. Vous avez ici évidemment l'exemple très classique et connu de Nicolas Garcia Uriburu, qui, dans son manifeste de 1973, c'est l'époque où il colorait toutes les rivières en vert à la Biennale de Venise, avait décrété que l'Amérique latine, naturellement, resterait une réserve naturelle pour le futur de l'humanité. Alors, je sais que toute mon enfance, on nous berçait avec cette utopie qu'on ne verrait jamais la fin de la forêt amazonienne. Bon, aujourd'hui, évidemment, on n'y croit plus du tout, mais il faut imaginer que c'est finalement assez peu de temps qui est passé et qui a mis cette utopie complètement au sol, à zéro. Donc voilà, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est artiste devant cette situation qui fait que même en criant son utopie, même en appelant à l'urgence, on se retrouve dans une situation d'observation d'une transformation du paysage, d'une obsolescence, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette espèce de logique de noveltalgia, comme une espèce d'urgence à enregistrer quelque chose face à un changement très rapide. Je voulais à ce propos parler par exemple de ce film très connu de Pierre Huyghe qui est A Journey That Wasn't. C'est un film qui a été tourné lors de ces fameuses expéditions antarctiques à bord de Tara, le vaisseau de l'explorateur Jean-Louis Étienne, qui ont commencé il y a une dizaine d'années, où ils ont décidé d'emmener chaque année un artiste en résidence sur le vaisseau du côté de Terre-Neuve et donc de s'approcher de l'Antarctique. Pendant l'expédition, Huyghe va enregistrer, je ne sais pas très exactement comment il a fait ça, parce que j'ai revu depuis des espèces de tentatives comme ça de traduction sonore, de topographie paysagère, c'est extrêmement subjectif, hein. C'est-à-dire qu'en général, les artistes vont enregistrer des points de GPS, soit sur la verticale, soit sur l'horizontale. Il y a récemment une artiste canadienne qui a fait le travail sur l'horizontale en longeant les côtes de l'Antarctique. Bon, dans le cas de Huyghe, il fait ça sur les 3 dimensions, mais en particulier sur la dimension verticale. Il va réinscrire cette musique en point de GPS sous forme de partition musicale et la faire jouer par le Philharmonic Orchestra de New York sur la patinoire de Central Park. Et il va produire un film où on va osciller entre des images de lui en Antarctique en train de faire son enregistrement et des images de patinoire. Les deux passant de l'une à l'autre, alors comme c'est un film très long, je ne voulais pas passer, mais passant de l'une à l'autre grâce à la vapeur, évidemment, qui est produite par ces paysages dans la journée, que ce soit le paysage antarctique, ou que ce soit le paysage de la patinoire, puisqu'évidemment, on a une chaleur qui fait que vous avez cette brume permanente. Donc il y a des moments où vous avez des espèces de confusion entre les glaciers et la construction de New York. Donc on a quelque chose d'équivoque. En fait, sans l'explication, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien devant quoi on est, mais il est évident qu'on a là une noveltalgie. Du reste, c'est un travail qu'il a commencé en même temps qu'il s'est mis à produire des quantités d'œuvres extrêmement sombres, totalement noires, dans lesquelles il n'envisageait même pas qu'il y ait une suite de représentations possibles après une apocalypse humaine. Donc, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui voit les choses d'une manière, on va dire, très joyeuse. Alors, cette pure mélancolie fascinatoire, hein, parce que vraiment, ce sentiment de noveltalgia, je pense qu'il est d'autant plus sensible que vous avez justement une espèce de mélancolie devant cette disparition qui conduit à avoir effectivement une transmission de la mélancolie fascinatoire de la disparition. On est un petit peu devant la mélancolie des films et la fascination de la destruction.
Alors, cette fascination pour les continents qui disparaissent, évidemment, a conduit beaucoup d'expéditions polaires artistiques. Et la dernière en date m'a bien amusée, c'est celle qu'a conduite Eugène Kaspersky, il faut être un milliardaire pour faire ça, en créant la Biennale Antarctique, qui est une biennale qu'il a décidé de présenter à chaque Biennale de Venise. Donc ça a commencé en 2015. Et cette année, nous avions à nouveau des artistes qui étaient censés intervenir sensiblement sur ces questions de réchauffement climatique. Si on écoute Eugène Kaspersky, lui-même pense que l'artiste va trouver des solutions. Alors, évidemment, c'est très complexe parce que solution à quoi ? C'est toujours une question qui est posée, mais je sais que dans le domaine arts et sciences, par exemple, on vous demande tout le temps si finalement les propositions artistiques sont censées solutionner quelque chose, enfin résoudre quelque chose. Et on se rend compte que c'est assez difficile de répondre positivement à cela. Alors, déjà, on peut se dire que la mise en œuvre assez ambiguë de ces projets, qui consistent à faire voyager des gens dans des espaces qui sont des no man's land, n'est pas nécessairement la meilleure façon de les préserver. Enfin, je veux dire, on a comme ça un espèce de fantasme sur ce qu'est le no man's land, qui pourrait être un continent sanctuarisé, et évidemment, la première tentation, c'est d'aller le visiter. Ce qui pose évidemment une question assez importante et récurrente. Alors, j'ai pris 4 exemples parmi ceux qui ont été traités cette année par les artistes qu'il a emportés avec lui sur l'Antarctique. Je commence avec celui de Julius von Bismarck, qui s'appelle Spaceship. Alors Spaceship, comme vous le voyez, c'est une curieuse tentative de relativiser les transformations climatiques que subit le continent en fabriquant un bathyscaphe pour faire voyager un poisson d'aquarium exotique dans les mers antarctiques. Le concept prend racine dans la préhistoire du continent antarctique, il y a 170 millions d'années, où il ne faisait qu'un avec le supercontinent Gondwana et connaissait un climat tropical, d'après les scientifiques, et il était évidemment recouvert de forêts. À nous d'imaginer comment il faut qualifier, alors vous voyez le poisson exotique qui se promène sous le bateau d'Eugène Kaspersky, dans son bathyscaphe personnalisé. À nous d'imaginer s'il faut qualifier le poisson, qui se trouve évidemment être présenté comme une métaphore décalée de l'artiste dans l'expédition, comme un touriste ou un explorateur. Alors ça, c'est la question que l'artiste tient absolument à ce que nous nous posions. Et effectivement, on est là devant toute une question qui est comment relativiser l'empreinte humaine à travers une action qui semble assez dérisoire, mais qui, alors la raison pour laquelle je vous la donne, c'est que de toutes celles qui ont été produites, a semblé la plus signifiante, parce qu'évidemment, on se retrouve devant une chose très particulière, qui est la contrainte de travailler sur la question du no man's land, donc une contrainte qui en plus est liée à un voyage spécifique, qui est très rapide, pendant lequel on va mettre les pieds sur le continent 15 jours, et donc de cette journée, que va-t-on sortir comme idée ? Alors, ceux qui s'en sortent le mieux et ceux qui ont anticipé le propos. Donc là, vous avez un artiste qui a anticipé ce déplacement et qui s'est dit « je vais inventer un processus qui, en lui-même, pose question sur notre propre voyage dans ce monde antarctique ». Vous avez aussi le projet Glaciator de Joaquim Fargas, qui consiste en la fabrication d'un robot autonome fonctionnant à l'énergie solaire et qui est conçu pour compacter la neige afin d'accélérer la formation de la glace et de contrer les effets du réchauffement climatique. Loin de contenir l'ironie grinçante de l'artiste qui précède, Joachim est bel et bien convaincu que la technologie va résoudre ce qu'elle a causé. Je ne sais pas qui est celui qui a le point de vue le plus troublant, en fin de compte, mais c'est un artiste qui a l'intention de laisser des robots comme ça naviguer en son absence sur la Terre antarctique. Ça pose beaucoup de questions, évidemment. Il est en train d'essayer d'obtenir des autorisations et ça n'a pas l'air très simple. En attendant, il est certain que cela fait des photos très impressionnantes. Visuellement, ça a une certaine efficacité, surtout qu'on peut constater que dans les endroits no man's land, les animaux n'ont pas peur de l'homme. Donc évidemment, vous avez ces pingouins qui contrastent avec une tentative un petit peu dérisoire de réparer le dérangement climatique par la technologie humaine.
qui pourtant l'a causé. Là, on est aussi à nouveau devant le poisson qui se tord la queue, qui se mord la queue, exactement comme on a, enfin, le serpent qui se mord la queue, exactement comme on a la question qui se pose de la même manière avec le poisson. Alors, vous avez aussi des œuvres qui sont beaucoup plus, on va dire, critiques, ou en tout cas qui contiennent une critique intrinsèque, comme celle, par exemple, de Sibrun Renema, qui est un Hollandais qui écrit « Great God, this is an awful place », et qui reprend la phrase prononcée en 1912 par l'explorateur Scott, qui nous rappelle combien le no man's land est par définition aussi un espace réputé invivable pour l'homme moderne. Sa mise en sculpture de néon en fait un truisme magnifique qui ne fait pas que prendre le contre-pied de la représentation du sublime des paysages naturels. Elle démontre presque autant que si le sublime il y a, c'est justement par l'absence humaine, remettant en cause avec une certaine violence l'ambition absurde de l'exploration humaine. Alors, cette remise en cause a été tellement ressentie par Eugène Kaspersky qu'il a refusé de produire la pièce. Pas de la montrer, mais de la produire. Donc l'artiste a dû chercher un autre producteur pour qu'il y ait une dimension critique au sein même de l'exposition. Et là, ça pose effectivement la question du mécène et de son intrusion dans l'espace de la liberté artistique. Alors je finis avec cette biennale en vous présentant Andrei Kouskine, parce qu'on est là à nouveau devant une dimension qui se veut critique. Il s'agit d'une performance appelée Fallen from the Sky, donc tombée du ciel, où le corps nu exprime d'emblée son inadéquation avec l'environnement glacé. Et de cette inadéquation, évidemment, on peut déceler une ironie, une critique de se déplacer comme ça à travers le monde pour tomber Dieu sait où. Évidemment, c'est aussi quelque chose qui visuellement fonctionne très bien. Donc ça n'a pas pu être refusé par Eugène Kaspersky, mais il faut dire qu'il y a une incongruité qui va certainement au-delà d'une lecture aussi simple, puisqu'elle pose vraiment la question de la nécessité pour l'homme d'aller tout envahir, y compris des espaces inhospitaliers. Et là, ça pose une question toute simple, qui est que finalement, le no man's land est aussi un espace où on ne peut pas vivre. Et donc, pourquoi ne pas le laisser aux autres ? Vous voyez que l'affiche qui a été choisie pour présenter cette Antarctique Biennale 2017 est très très Noveltalgia, puisqu'elle porte le titre de « Utopie sans espoir ». Donc on est là effectivement devant quelque chose d'assez terrible. Bon, il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer dans cette proposition particulière de la Biennale Antarctique, puisqu'on a une trentaine d'œuvres, tous les 2 ans, qui sont une illustration parfaite de la Noveltalgia. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'on est très loin de la vision de l'Antarctique que présentaient les films catastrophes de mon adolescence, tels que Virus de Kinji Fukasaku, par exemple, en 1980, où le no man's land apparaissait comme le lieu où tout recommençait après une apocalypse biologique et nucléaire. Dans ce film, il y en a plusieurs qui présentent l'Antarctique comme un lieu qui, parce qu'il n'est pas intéressant à contaminer, va rester hors des dangers de guerre nucléaire ou bactériologique. Et en l'occurrence, une fois qu'une guerre bactériologique est lancée, il ne reste plus que les bases militaires de l'Antarctique pour repeupler la planète. Ce qui évidemment est assez périlleux puisqu'il n'y a que 4 femmes pour une quarantaine d'hommes. Je vous laisse imaginer les situations dantesques que ça conduit dans le film, et notamment les femmes qui doivent subir les hommes à tour de rôle pour être sûr que le cheptel génétique va être respecté. C'est très intéressant tout de suite les débats éthiques qui font fureur dès qu'on touche à cette question du no man's land. C'est bercé du même type d'utopie, de renouveau évidemment, que on s'est retrouvé avec des œuvres très connues comme celle de Melchin qu'il avait présentée dans le cadre de la célèbre exposition collective Ecovention, dont le Revival Field est en fait une plantation de polygonacées qui sont censés extraire d'un sol pollué les métaux lourds toxiques. En l'occurrence, je crois qu'il s'est installé sur un ancien site d'une usine de cadmium, donc extrêmement pollué. En fait, il n'inventait pas du tout une solution écologique en soi, contrairement à ce que toute
la presse a dit ensuite, puisque de nombreux agriculteurs bio utilisaient depuis déjà des décennies les plantations de rhubarbe pour nettoyer leur sol, afin de pouvoir le rendre organique, bio. Mais sa mise en forme singulière, faisant de l'espace artistique environnemental un pur espace d'utopie, et vous voyez qu'il reprend notamment un schéma qui est évidemment le cercle dans le carré, avec une croix au centre et une composition en étoile qui est évidemment très classique des schémas, de tous les sanctuaires, c'est-à-dire c'est un signe, dans la religion catholique on va l'appeler la croix de Saint-André sur la croix latine, mais vous la retrouvez dans tous les ésotérismes mondiaux, et c'est évidemment le symbole de la protection dans toutes les religions. Donc c'est très intéressant de voir qu'évidemment il a recours à cette tradition ésotérique pour forger une œuvre qui va faire l'apologie du sanctuaire, ou en tout cas de la réparation du sanctuaire. Ce qui est très intéressant du reste, c'est quand Roberto nous parlait de la question de l'holisme. Je pense que pour les artistes qui sont dans une logique environnementale, la dimension holistique est évidente, même si elle peut être encore critiquée par des gens comme Augustin Berg. Et là, en tout cas, elle est très manifeste. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher personnellement de rêver ainsi d'un no man's land, objet d'une pure fiction artistique, quelle qu'en soit l'échelle. Alors, je vous donne une échelle, par exemple, beaucoup plus modeste, qui est celle mise en œuvre ici par Gilles Bruni en 2008, lorsqu'il s'approprie comme espace artistique une petite île que se disputent deux communes à leur ligne de séparation. Donc, vous avez là un no man's land qui a été isolé par l'artiste pour devenir un no man's land artistique, et c'est pour lui le seul moyen déjà d'empêcher les communes de se battre pour ce lieu, par ailleurs de considérer que ce lieu va être l'objet d'un autre usage que l'usage habituel que l'on donne aux espaces agricoles autour. Vous avez aussi par exemple ce très intéressant et curieux film interactif qui a été produit avec le Frénois. C'est un film totalement virtuel qu'on ne peut voir que dans des casques de réalité virtuelle et qui s'appelle DMZ, donc zone militaire démilitarisée, et qui parle évidemment de la zone intercorée qui est invisitable en théorie. Donc, cette jeune artiste coréenne va donc l'inventer intégralement en virtuel et nous en donner une utopie. Évidemment, on va la voir. Beaucoup de gens ont été voir ce film, notamment tous ceux qui se posaient la question de ce qu'il y avait sur cette zone. Alors c'est à la fois excitant parce qu'on a l'impression véritablement qu'on va visiter un no man's land, et notamment on va passer d'un espace très militarisé du sud à un espace très militarisé du nord, lesquels sont extrêmement bien documentés. En revanche, je dirais qu'entre-temps, tout ce qu'on fait, c'est se balader un peu dans les bois, mais des bois qui sont totalement non documentés pour le coup. Et là, ça pose une question qui est finalement, dès lors que nous n'avons plus de renseignements, comment réinventons-nous ce monde qu'il faut envisager ? Donc, l'idée de redonner une vie mythique à un espace rendu inconnu à l'homme est profondément à l'image de la responsabilité qui nous échoit en tant qu'artistes d'imaginer un futur mythique du paysage afin de ne pas briser le continuum émotionnel de l'homme à son environnement. Toutefois, j'ai été un peu déçue personnellement par ce film dans la mesure où j'espérais qu'elle y ait mis ce qui excitait énormément les biologistes qui ont pu, semble-t-il, voir des traces pas loin des barbelés des zones militarisées, à savoir qu'il y aurait dans cette zone un certain nombre d'espèces et de mammifères qui ont disparu dans les deux Corées et qui donc n'auraient survécu que dans ce no man's land pourtant très étroit de 4 km sur tout le long de la frontière. Donc il est très étroit mais très long. Et on y trouve notamment un type de cerf à musc qui ressemble à celui de l'Himalaya. Celui-ci aurait été photographié dans la DMZ par un militaire, mais
On n'en a aucune preuve parce qu'il ressemblerait plus phylogénétiquement à un cerf himalayen. Mais en fait, comme on ne sait pas quels sont ces fameux cerfs qui ont disparu et qu'on n'avait pas de possibilité de concevoir leur capital génétique au moment de leur disparition, finalement, le dernier espoir qu'il en reste, c'est cette espèce de zone. C'est une chose qui est très intrigante, cette espèce de phénomène qui est qu'il n'y a plus que les no man's land qui sont des lieux où on peut retrouver des animaux existants. Vous avez un exemple très connu comme ça en Angola. L'Angola est un pays qui a comme symbole national la palanca negra, qui est en fait une grande antilope ayant des cornes courbes gigantesques et noires. C'est le symbole du pays. Vous l'avez sur tous les avions de Angola Airways, etc. Et le problème est qu'en théorie, elle aurait disparu pendant la guerre, essentiellement à cause des mines, puisqu'on a eu une guerre de 27 ans dans le pays. Or, il s'avère que maintenant que, évidemment, le pays est en paix, depuis 5-6 ans, tout le monde cherche la palanca. On a fini par la trouver, et on l'a trouvée au fin fond du désert de Namib, où pourtant elle n'avait rien à manger. Mais ce lieu étant devenu un no man's land, c'est le seul endroit où elle a réussi à survivre, puisque ça n'intéressait personne d'aller y mettre une mine. Dans le même ordre d'idées, quand nous avons fait, Benoît et moi, un projet en Angola, nous nous sommes posé la question de justement quels étaient les animaux qui restaient, et à ce moment-là nous avons observé le repeuplement du parc de Kisama, qui est un parc animalier qui avait été commandé juste le jour pratiquement de l'arrêt de la guerre, puisque la guerre a été arrêtée en 2005. Et le jour de l'arrêt, le président Dos Santos a exigé qu'il y ait à nouveau un parc animalier en Angola pour que ce soit un pays africain comme tous les pays africains, avec la possibilité d'y trouver ce qui est nécessaire au tourisme africain, à savoir des animaux en liberté. Il a donc fait construire des parois en ferraille, pas très hautes, vous pouvez le constater, qui sont parcourues de fils électriques. Alors le problème, c'est que tout ça est relié au solaire, donc la nuit ça marche plus. Et tout le monde sait que les braconniers, évidemment, travaillent la nuit. Donc quand nous avons fait notre petite étude éthologique et anthropologique dans le parc de Kisama, nous nous sommes rendus compte que, bien entendu, les animaux étaient pourchassés, ceux qu'on implantait étaient pourchassés tant que ça peut, et que du coup, ils n'avaient pas d'espoir de survivre longtemps à l'intérieur du parc. C'est pour ça qu'on a conçu cette photo, qui est une photo où on a pris ce sont deux photos jointes. L'une représente la barrière extérieure du parc au nord et l'autre au sud. Nous les avons réunies et nous avons fait des jeux de focale pour que le regard se promène jusqu'au fond et que ça ait l'air d'être une voie sans issue. Effectivement, c'est une œuvre qui en soi était très critique de la situation, de cet espoir de créer des no man's land pour revitaliser un espace naturel. Ça a été du reste refusé du coup comme œuvre au musée d'histoire naturelle où ça devait être présenté, pour n'être montré qu'au musée des forces armées, puisque ça devenait plus neutre et incompréhensible pour eux. De la même manière, je me suis retrouvée au parc Kruger, puisqu'il s'agissait de suivre aussi ce pèlerinage qu'allaient faire les animaux rachetés au parc Kruger en Afrique du Sud pour être réimplantés en Angola, les pauvres. Et au parc Kruger, j'ai fait une expérience qui consistait à planter un appareil photo sur un endroit spécifique, stratégique, de croisement de route. Et en 2 heures, vous avez toutes ces espèces qui se sont présentées sans que je bouge mon appareil. C'est-à-dire que le paysage, c'est un panoramique, et le paysage ne change pas. Simplement, chaque fois qu'un animal se présente, l'appareil est déclenché. Là encore, les animaux n'ont pas peur puisqu'on est dans un sanctuaire et que du coup, ils savent qu'ils ne seront pas chassés, donc ils s'approchent, même si, pour la lionne, c'est plus embêtant. On doit être dans une cage si on veut faire de la photo animalière. Mais vous voyez, que tous ces animaux se soient présentés sur un espace de 2 heures,
en fait, semble être magnifique. Les gens sont ravis quand ils se promènent là-dedans, et on pourrait croire qu'il s'agit, quand on regarde cette photo, du paradis des animaux, mais en fait, ça témoigne surtout qu'on est dans un espace de surpopulation intenable, puisque ces animaux sont a priori des animaux qui se fuient les uns les autres. Donc s'ils se présentent à un tel espace-temps les uns des autres, qui est très court, c'est que nécessairement on n'a pas assez de place pour eux, et qu'effectivement ils vont devenir un réservoir de vente. Du reste, leur nombre fait qu'aujourd'hui ils sont tous en extinction. C'est-à-dire que ces lignées que l'on voit sur la photo n'ont aucune chance de survivre, puisqu'elles sont dans ce sanctuaire particulier. D'où la notion très ironique du paradis des animaux, puisqu'on est effectivement devant un mouroir. Alors, on a poursuivi, voilà, le no man's land de repeuplement devient effectivement un full animal land, mais alors pas de la même manière que le concevait Brett. C'est un full animal land parce qu'il est vraiment bourré à craquer, à la limite de l'explosion, qui conduit à douter de la validité de sa définition. C'est un genre d'aberration paysagère qui ne peut que nous conduire à projeter son aberration temporelle. Ainsi est née aussi la photographie Léo Edbos, et c'est celle avec laquelle je vais finir cette intervention, qui est nommée à partir du célèbre verset d'Isaïe de l'Ancien Testament, Léo Edbos simul paleas manducabunt, le lion et le bœuf mangeront la paille ensemble, qui est une évocation d'une paix interespèce qui interviendrait après l'Apocalypse selon Isaïe. Et donc qui permettrait d'avoir une cohabitation pacifique des animaux, puisqu'ils cesseraient de se manger les uns les autres. Donc cette photo, alors il faut voir que peu de temps avant, on avait été invité à la Biennale de Jérusalem, et j'avais discuté avec Chouraki, qui est un des traducteurs de la nouvelle traduction de la Bible, et Chouraki m'avait vraiment affirmé fortement que tout ce qui était dans la Bible était réel. Alors je lui disais, attends, le lion et le buffle mangeront la paille ensemble. Vas-y, est-ce que c'est réel cette histoire? Et en fait, il m'est venu l'hypothèse avec Benoît de faire cette expérience, qui était de vérifier une supposition éthologique selon laquelle les gnous isolés sont suivis à distance, à une distance de 24 heures à 48 heures, par des lions, pour être leur prochaine proie, et que c'est la raison pour laquelle les gnous isolés ont peu de chances de survivre. Donc j'ai suivi sur le parc Kruger 10 gnous isolés avec des appareils photo enterrés, je les ai tous photographiés en restant au même endroit jusqu'à espérer qu'un lion arrive. Alors sur 10, on a fini par en avoir un, il n'y a pas eu de souci. Et voilà que, en fait, ce que vous avez est une photo où le lion s'est posé exactement là où le gnou s'était posé avant. Donc en fait, c'est une photo qui est prise au même endroit. Le décor n'a pas changé, il est juste ouvert comme ça parce que le lion est posé au même endroit. Ce faisant, on se rend compte que quand on fait abstraction du temps, on obtient effectivement une vision de cette paix des animaux et de cette illusion d'un paradis possible, post-apocalyptique. Et donc, il y a des possibilités de voir le no man's land comme un espace utopique, artistique, sensible, même si on sait qu'il n'est pas viable en lui-même. Et à partir de là, se pose la question de savoir effectivement s'il est juste aussi de le détruire, enfin, c'est-à-dire, ou en tout cas, de considérer que sa mise en péril est importante. Je dis ça pourquoi ? Parce que il y a là une question qui s'est posée d'une manière très importante par rapport même au projet No Man's Land, c'est qu'on s'est dit on va faire une nouvelle pièce, donc on va aller chercher un No Man's Land, et on s'est intéressé au No Man's Land qui est l'île de Port-Cros, qui est une île où vous avez un petit village, mais rien n'est autorisé à la construction autour. Et évidemment, vous n'avez pas le droit non plus, en théorie, je dis bien en théorie, puisque les gens qui habitent là ont quand même le droit de pêcher, à la pêche. Donc on a à cet endroit-là un territoire de pêche et de végétation qui est préservé. Et on nous a invités à y travailler, donc je trouvais ça formidable, jusqu'à ce qu'on parle de ce simple titre de No Man's Land.
Et les scientifiques étaient ravis, ils disaient « Oui, oui, ça doit rester un no man's land ». Et puis vous aviez les directeurs du parc qui disaient « Non, non, c'est fini ça, maintenant l'homme doit être partout ». Et donc cet espace, qui est le premier parc naturel français qui a été créé, avec le désir qu'il puisse être éventuellement un conservatoire, c'est le seul endroit où vous voyez encore les poissons de Cousteau, entre parenthèses, eh bien il va être effectivement, probablement, possiblement, progressivement peuplé. Voilà, sur des décisions politiques. C'est pour ça qu'il y a aussi une question très importante qui est de savoir est-ce que passivement, finalement, on doit rester immobile face à des situations comme celle-ci? Est-ce qu'on doit inventer un monde de fusion homme-animal? Est-ce qu'il est probable, possible, sachant que, par exemple, les habitants locaux ne peuvent pas s'empêcher d'aller pêcher les poissons, Donc on n'a pas d'amoureux de la nature sur l'île de Port-Cros qui décide que parce qu'il aime tellement les poissons, il ne veut pas les pêcher. Donc, vous voyez, cette utopie de cohabitation, c'est une utopie qu'on n'arrive pas à faire vivre quand on a 5 personnes sur l'île. Donc je ne sais pas ce que ça donnera quand on en aura plus. Alors je vais juste conclure en citant Aldo Léopold qui dit que l'évolution d'une éthique de la Terre est un processus intellectuel autant qu'émotionnel. Subrepticement, par leur action parfois futile, le rendu de leur perception individuelle, les artistes permettent non seulement l'évolution de ce processus émotionnel, mais aussi le questionnement des micro-processus complexes à l'œuvre dans nos écosystèmes. Leurs œuvres, rendues fragmentées du monde, sont tout autant à considérer comme des analyses produites par l'observation humaine que comme des épiphénomènes propres à faire évoluer notre action environnementale. Voilà, je pense que ce soit des analyses ou qu'elles soient engagées, toutes ces œuvres ont un sens particulier à un moment où justement on n'est pas très sûr que les no man's land puissent être conservés. Il faut savoir aussi que l'Antarctique est évidemment un espace qui est rediscuté chaque année. Les traités de l'Antarctique sont rediscutés chaque année pour savoir si oui ou non ils vont être mis en exploitation minière. Et donc rien n'est jamais acquis non plus. Et puis il faut se demander effectivement. Alors peut-être on aura des gens qui diront on peut conserver les manchots, mais à partir du moment où on a des extractions, on sait très bien que les populations animales régressent. Donc là, on a un questionnement réel qui est de savoir avec quoi on veut vivre. Et en fait, c'est une question qui est très particulière parce que chaque fois qu'on a affaire à des films qui s'adressent par exemple à nos enfants, comme Miyazaki, on se retrouve avec des visions idylliques, paradisiaques, qui sont prises dans les îles qui sont quasiment des no man's land, préservées au sud du Japon pour avoir une idée de ce qu'était la forêt japonaise avant. Si on continue d'élever nos enfants avec ce type de vision, il ne faut pas s'étonner qu'après ils soient déçus de se retrouver dans un monde où elle n'existe plus. Et cette déception à laquelle nous avons assisté nous-mêmes dans notre génération, et qui pose malgré tout question aujourd'hui, parce qu'on peut partir, comme l'a fait Dominique Lestel, dans un pur délire de fusion, et moi je ne suis absolument pas contre offrir mon utérus à Dieu sait quel embryon, s'il peut être encore utile. Toutefois, je me demande s'il ne serait pas mieux d'avoir la mère originelle. Voilà.